Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du jeudi 2 septembre 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés où les bourses sont plutôt hésitantes avant l'emploi US. Hier, Wall Street a terminé en ordre dispersé après un indicateur sur l'emploi américain inférieur aux attentes qui fait justement une nouvelle fois refluer les craintes d'un resserrement prochain des politiques monétaires. L'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé montre justement que le nombre d'emplois créés en août a été inférieur aux attentes. Un argument donc favorable au maintien prolongé des mesures de la Réserve fédérale à 2 jours, comme vous le savez, de la publication du rapport mensuel du département du travail, le NFP. Par ailleurs, l'enquête ISM sur l'activité du secteur manufacturier reflète quant à elle une accélération de la croissance du secteur le mois dernier, mais aussi une contraction des effectifs. Ce matin, en Europe, on évolue en légère hausse en début de séance, la prudence limitant les variations. Comme je vous le disais, dans l'attente de nouvelles indications sur la reprise de l'emploi aux États-Unis, un facteur clé de l'évolution justement de la politique monétaire américaine. Les indices européens ont quand même terminé dans le vert hier, puisque le Stoxx 600 a quand même frôlé en séance son record du mois dernier, profitant une nouvelle fois des espoirs de nouvelles mesures de relance en Chine, du reflux des craintes liées à l'inflation et des chiffres aussi toujours soutenus des indices PMI manufacturiers comme on a pu le voir hier. Mais maintenant, l'attention se tourne de nouveau vers les États-Unis à la veille, comme je vous le disais, de la publication du rapport mensuel du département du travail qui pourrait justement relancer le débat sur la nécessité d'une diminution rapide des achats d'obligations de la Fed, le fameux tapering. Par ailleurs, en prélude au rapport sur l'emploi, eh bien, les investisseurs surveilleront à 14h30 les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux États-Unis. Côté macro maintenant. Ici, encore une fois, un graphique des performances du S&P 500. Hier, je vous ai de nouveau montré un graphique, mais qui prenait en compte les performances depuis 1950. Le constat était, dans l'ensemble, que les performances étaient négatives au mois de septembre. Et ici, on a de nouveau un backtest depuis 1950 au cours des 20 dernières années, au cours des 10 dernières années et après les élections. Et on constate encore une fois que le résultat est le même au mois de septembre. Généralement, on a ce qu'on appelle une aversion risque des marchés qui sont plus prudents. Au contraire, l'aversion au risque fait son retour. De ce fait, encore une fois, que ce soit sur 50 années, 20 ans, 10 ans ou après les élections, le mois de septembre n'est généralement pas un bon mois. On constate que très clairement, les performances sont plutôt négatives. Au contraire, les 3 derniers mois de l'année, eux, sont plutôt bons dans l'ensemble. Néanmoins, je note aussi, comme quoi on peut faire mentir les statistiques, c'est que le mois d'août n'est pas un bon mois lui aussi. Et force est de constater que les indices américains ont enregistré de belles hausses sur le mois d'août, notamment le Nasdaq et le S&P 500, même si le Dow Jones a fait plus 1,20 je crois, le Nasdaq a quasiment clôturé à 4%, plus de 4%, et le S&P a fait 2,90. Finalement, on peut, comme je vous le disais, c'est à prendre avec des pincettes, car ce ne sont que des statistiques. Étant donné le soutien
massif des banques centrales, voilà, il faudrait quand même un catalyseur au mois de septembre pour faire tanguer les bourses. Et peut-être que ça viendra la semaine prochaine. En tout cas, j'en ai absolument aucune idée. Mais le prochain catalyseur pour moi à surveiller, c'est bien entendu le NFP qui va donner un peu plus de visibilité sur le fameux tapering à venir. Et derrière, pareil, c'est la réunion de la Banque centrale européenne le 9 septembre, qui elle aussi devrait logiquement faire des annonces concernant son programme de réduction des achats d'actifs. Néanmoins, élément intéressant aussi à prendre en compte, c'est le fameux Fear and Greed Index, l'indice de peur et d'avidité. Et si on regarde cet indice, malgré cet indicateur, malgré des marchés assez haut perchés, on se rend compte qu'on est seulement à 50%, qu'on est neutre, balle au centre, j'ai envie de dire. On n'est pas en extrême avidité et on n'est surtout pas en extrême peur. Tout porte à croire que les marchés ont encore de la marge pour progresser. Si on prend par le passé, justement ici, la dernière fois qu'on était en extrême grid, extrême avidité, on avait atteint, je crois, 98 voire 99. C'était justement avant le crack lié au Covid. Derrière, on a eu le Covid, on a eu plusieurs lockdowns, des confinements, les marchés ont chuté et une nouvelle fois, quand l'indicateur était en extrême peur, eh bien, on a eu un creux de marché. Donc, indicateur intéressant, je vous invite à aller le voir. Vous tapez Fear and Greed Index de CNN Money et ça vous permet de prendre la température des marchés. Et généralement, il faut se montrer prudent quand l'indicateur est en extrême avidité et au contraire, chercher à se positionner sur le marché quand il est dans une extrême peur. Car bien souvent, on a un creux de marché comme ce fut le cas en 2020 et ici, un sommet de marché. La dernière fois qu'on est monté aussi haut sur l'indicateur, qu'on est remonté, qu'on a dépassé quasiment le niveau des 90, c'était, il me semble, c'était juste ici, si je ne dis pas de bêtises, c'était avant 2021 et c'était aussi avec l'apparition du variant Delta au Royaume-Uni qui avait fait un peu tanguer les marchés. Donc généralement, on constate quand même bien souvent qu'on a un catalyseur. C'est pas seulement le fait d'avoir des marchés en extrême peur ou en extrême avidité qui font que les marchés vont rebondir ou au contraire chuter. Néanmoins, il faut quand même, comme je vous le disais, se montrer prudent quand les opérateurs sont euphoriques et au contraire se montrer à la recherche d'opportunités quand les opérateurs sont dans une peur extrême. Mais globalement, on constate qu'on a quand même un catalyseur qui entraîne soit la chute, soit le rebond des marchés. Ici, c'était un peu les perturbations liées au variant Delta, la nouvelle souche du coronavirus. Et là, au contraire, on avait le Covid-19. Et ici, c'est quand la Fed et les banques centrales se sont réunies en même temps et qu'elles ont dit qu'elles allaient injecter des milliers de milliards de dollars dans les marchés pour soutenir l'économie et les marchés financiers. Donc globalement, un indicateur assez intéressant pour prendre la température. Bien entendu, les signaux se déclenchent à la suite d'un puissant catalyseur. Mais pour l'instant, on constate qu'on est très clairement dans une zone de neutralité. Étonnant malgré des indices haut perchés comme le Nasdaq, le S&P 500, voire le Dow Jones, ce qui montre que finalement on pourrait encore déclencher une nouvelle jambe de hausse et peut-être terminer l'année 2021 en beauté. Bien entendu, les catalyseurs qui, selon moi, pourraient faire chuter les marchés sont l'inflation, si elle continue d'augmenter, que finalement elle n'est pas transitoire, et un tapering un peu trop violent et trop rapidement qui ferait que les marchés n'apprécieraient pas en tout cas la démarche des banquiers centraux. Côté graphique maintenant, intéressons-nous au CAC 40, notre indice national. Où en sommes-nous? Balle au centre, pareil sur le CAC 40. Pour ma part,
Mon plan swing n'a pas changé. Achat au-dessus des 6780 pour viser le comblement du gap. Vente en cas d'incursion sous le précédent sommet et l'espèce de support qu'on a juste ici pour viser les 6570. Donc voilà mon plan à moyen terme en swing, une vente sous ce niveau, un achat ici pour viser le complément du gap et entre-temps plutôt une zone de neutralité. Là, très clairement, acheter ici, vous vous rendez bien compte que c'est un peu risqué. On est juste sous résistance et le niveau, pour rappel, des 61,8 de Fibonacci. Donc, bon, on attend au moins la cassure. De ce fait, un achat ici, plutôt risqué. Une vente, pourquoi pas? Ça peut être aussi un moyen de venir combler le gap qui est ici, dans l'attente d'un chandelier de retournement. Effectivement, si on part dans un range un peu horaire, qu'on a tracé juste là, on pourrait au moins venir combler le gap ici. Pour l'instant, on a plutôt un marché qui est dans un range horaire ici qui consolide maintenant depuis mercredi. Pas de signal de retournement dans l'immédiat, mais effectivement, si on était amené à casser les précédents supports horaires juste ici, tout porte à croire que le marché pourrait accélérer pour venir combler le gap. Voilà, car là, on est un peu parti sur une island reversal actuellement. On a un gap, un énorme gap ici, un gap ici, donc on a un peu un trou d'air. Logiquement, ça s'appelle une island reversal. Néanmoins, je ne suis pas fan de la structure. Actuellement, encore la baisse n'est pas suffisamment importante pour valider vraiment ce pattern. J'estime plutôt qu'on a un trou d'air et que voilà, on pourrait très bien venir combler ce gap, ranger encore un peu à l'intérieur de ce rectangle et puis attendre finalement la cassure d'une des deux bornes pour se positionner et aller chercher le prochain mouvement directionnel, soit la hausse, soit la baisse. Donc là, une stratégie aussi intermédiaire, réservée plus pour les expérimentés, ce serait de surveiller voilà, une bougie un peu de retournement à l'approche de la borne haute ici pour potentiellement viser un trade intraday pour combler ce gap-là. Voilà, la seule stratégie vendeuse que j'ai, c'est pour moi, j'ai le sentiment que c'est un trou d'air ici, et pas une figure de retournement, et que ce gap pourrait être comblé, étant donné qu'on est dans une zone de neutralité encore, et que les mouvements directionnels se déclencheront à la suite de la cassure de la borne haute ou de la borne basse. Et en données 4 heures, pour l'instant, j'ai pas envie de vendre actuellement sur ce niveau, ni en données horaires. Les marchés hésitent très clairement dans l'attente du prochain catalyseur. Le DAX, je me méfie de l'indice allemand. Je n'aime pas beaucoup la structure actuelle. Tout simplement, je n'aime pas du tout les chandeliers. Donc, quelqu'un me parlait d'un drapeau dans les commentaires. Effectivement, si on trace comme cela un drapeau, bon, on n'a pas beaucoup de points de contact. On a beaucoup d'excès sur mèche. Un drapeau, c'est un peu plus propre. On aurait de belles rotations. Là, ça m'embête de devoir couper autant de mèches. C'est pour ça que j'ai préféré réajuster le triangle. En tout cas, sur le cash, j'ai plus l'impression qu'on soit dans un triangle que vraiment un drapeau. On n'a pas suffisamment de belles rotations. On n'est pas venu faire un excès ici. Là, je suis obligé de couper les mèches. Alors que le triangle est un peu plus propre, je trouve. On a déjà 1, 2, 3, 4 points de contact avec la borne basse. Ici, j'ai réajusté la borne haute, mais je me montre méfiant d'une part, car on est encore sur notre oblique, enfin, du moins la borne haute de notre canal mensuel. Les prix sont maintenus encore une fois en échec sur ce niveau clé. Ensuite, la chose, du moins l'élément qui me rend un peu perplexe, c'est les deux structures qu'on a eues là. Vous voyez ici, même si elle n'est pas terrible, celle-là, car on a trop de mèches hautes et trop de mèches basses par rapport au corps. Et logiquement, la force vendeuse se trouve dans le corps de la bougie et pas dans les mèches. Ici, on a
dans cette première bougie-là, on voit clairement qu'on a eu de l'hésitation. On est parti à la hausse, à la baisse. Certes, on a fait un avalement, mais on a quand même pas mal de mèches hautes et de mèches basses. Bon, néanmoins, on forme quand même une structure baissière, à savoir un avalement baissier. Et autre élément intéressant, c'est que hier, de nouveau, on fait un énorme gap haussier. Et là, par contre, on avale encore une fois la précédente bougie. Donc, deux avalements baissiers sous notre oblique, du moins sur la borne haute de notre canal mensuel. Je me montre extrêmement prudent sur le DAX concernant les achats, voire plutôt chercher des ventes maintenant suite à l'apparition quand même de deux bougies qui nous forment un pattern de retournement et sur une zone technique, à savoir la borne haute du canal. Donc là, pour le moment, le marché est calme. Vous voyez qu'on n'arrive pas à reprendre. On a retracé seulement les 50% de Fibo de la dernière vague de baisse. Si on bascule en données 4 heures, je vais me mettre en données horaires. Alors, on est venu chercher les 50 quasiment. Correction, on revient sur les 50. Derrière, on est maintenu en échec. Bon, je ne suis pas convaincu en tout cas du flux acheteur pour l'instant. Peut-être que certains se sont déjà mis vendeurs, en tout cas sur le DAX, suite à l'apparition de ce chandelier. Pour ma part, j'aimerais quand même attendre le NFP de vendredi qui, par ailleurs, pourrait justement déclencher ce flux directionnel. Sinon, si ce triangle qu'on a réajusté est bon, attendre la clôture sous la borne basse pour justement vendre le DAX avec un stop loss juste au-dessus des 15 900 points, 15 914, 15 915, pour viser, dans ce cas-là, une accélération en direction des 15 500 points. Voilà pour moi le plan sur le DAX, mais je me méfie maintenant, en tout cas plus prudent sur les achats suite à ces deux structures qui m'invitent très clairement à la prudence et même potentiellement à passer vendeur. Le Dow Jones. Le Dow Jones, rien n'a changé. Il se passe absolument rien sur le Dow Jones. C'est assez léthargique même. Je me disais tout simplement qu'avec le mois d'août, généralement, on a un mois assez faible en volatilité, des investisseurs assez absents. Et là, avec le démarrage du nouveau mois et la rentrée septembre, logiquement, les investisseurs sont de retour. Et je m'attendais à avoir un peu plus de volatilité sur les indices américains. Finalement, c'était plutôt calme et assez piégeux. Donc, je préfère des marchés qui sont directionnels et des marchés flux, des marchés où il y a de l'action. Là, très clairement, à part de l'intraday, effectivement, en swing, c'est plutôt compliqué de vous proposer des plans actuellement sur les indices. C'est assez creux le marché, je trouve. Est-ce que les opérateurs attendent impatiemment le NFP pour prendre une direction claire? Mais en tout cas, depuis le début de la semaine, on a un marché assez creux, peu de volatilité. On se trouve au milieu du désert, donc pour moi, ça me dérange un peu sur le Dow Jones. Après, je fais peu d'intraday, j'essaie plutôt de vous proposer des plans en swing trading. J'attends toujours mes zones finalement, c'est l'ancienne borne haute du range, couplée à notre oblique haussière et la MM50, couplée à notre Tenkan Kijun. Donc pour moi ici, on a un gros niveau de prix intéressant, autour des 35 100, 35 150, pour tenter des achats à bon compte. Et inversement, si on n'a pas de retour sur ce niveau, eh bien, j'attends un breakout des anciens plus hauts historiques pour viser les 36 000 points. Mais sinon, j'ai beau affiner sur les unités de temps plus courtes. Voilà, c'est un marché réservé plus aux scalpers. En intraday, c'est difficile quand même car on a peu de mouvements. Donc, soyez prudents dans vos sélections de trades. Montrez-vous plutôt patient. En trading, c'est surtout la patience. Vous serez récompensé par la patience. Donc là, pour l'instant, en l'absence de flux et de volatilité, je préfère aller sur des marchés où on a un peu plus d'action. Si on regarde les futurs actuellement, je crois qu'on est
légèrement dans le vert. Effectivement, on avait la sortie du biseau ici qu'on avait cadré hier. On parlait potentiellement de cette ETI complètement invalidée. Bon, un biseau, mais pas convaincu non plus de cette baisse. De vendre le Dow Jones pour aller chercher l'optique, j'ai plutôt l'impression que le marché va hésiter encore toute la journée, à voir cet après-midi avec les chiffres à 14h30. Pourquoi pas repartir dans un range? Un biseau un peu piégeux. De toute façon, là, on est un peu au milieu de nulle part. Sortie de biseau, certes. Bon, potentiellement un range, mais pour moi, la zone clé en swing, c'est ces niveaux qu'on a définis sur le cash. Juste ici. Alors, ce serait un retour ici ou un breakout des plus historiques. Voilà, pour moi, on a le plat qui joue, la MM50 qui remonte. Donc là, ce serait le niveau parfait. Et si au contraire, vendredi, on break les anciens plus hauts, eh bien, je pense qu'il faudra se positionner une nouvelle fois à l'achat pour aller chercher les 36 000 points. Voilà en tout cas le plan qui, pour moi, n'a pas changé sur l'indice américain. Le biseau, pourquoi pas, mais je suis pas très fan, en tout cas plutôt risqué de jouer ce biseau. Je préfère intervenir sur des niveaux qui m'offrent une probabilité de réussite plus importante. Et donc, encore une fois, ça reste mes zones d'intervention. L'euro-dollar. L'euro-dollar, c'est propre. J'aime beaucoup. Encore une fois, je suis toujours haussier sur l'euro-dollar. La bougie d'hier est plutôt intéressante. On perce le nuage et on tente justement de sortir de cet élargissement descendant, pardon. Et pour moi, le TP, c'est les 1,1953. Voilà, ici, on a une énorme zone. Résistance horizontale, couplée à Kijun, plat Kijun, deuxième plat Kijun et MM50. Donc clairement, mon TP1, ça reste les 1,1950. Et TP2, ce serait la borne haute du range. Mais là, c'est le milieu de range et on a beaucoup d'éléments qui viennent, comment dire, qui viennent renforcer ce niveau. Voilà pourquoi TP1 ici, stop à break-even, et derrière, ce serait d'aller chercher une hausse plus conséquente. Encore une fois, le NFP validera ou pas mon scénario, étant donné que la dernière fois, l'euro avait quand même bien plongé. Mais pour l'heure, comme je vous le disais depuis le début de la semaine, on a pas mal d'éléments techniques qui plaident pour un creux de marché et l'avalement sur la borne basse, la fin de consolidation à l'intérieur de cet élargissement descendant, la sortie par le haut, effectivement, si je reporte la hauteur à peu près, on peut facilement aller chercher les 1,1953. Et en données 4 heures, voilà, on s'inscrit à l'intérieur d'un canal haussier pour l'instant, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On a break le précédent plus haut qui était juste ici. De ce fait, inversement de la tendance, reprise haussière. Pour l'instant, pour moi, pas d'alerte baissière en tout cas. Je ne vendrai pas l'euro-dollar ici, pas d'alerte baissière, aucun signal de retournement. Donc, les acheteurs gardent la main à court terme. L'euro NZD, sous surveillance aussi. J'évoquais l'euro NZD en vous disant qu'on était sur qu'on était dans un range, pardon. Et on arrive sur le bas du range. Du moins, on a un support dans le range ici, qui a été travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, on a fait une fausse incursion. Donc, on va falloir commencer à surveiller cette paire et à déceler potentiellement des signaux pouvant indiquer un creux de marché, voire un retournement, pour se positionner à l'achat pour espérer une nouvelle rotation.
Donc, pas de précipitation pour l'instant, il n'y a aucun signal, même sur les données 4 heures ou horaires. Et là, il va falloir surveiller et se dire, très bien, est-ce que le marché va s'arrêter ici et redémarrer, ou au contraire, cette fois-ci, va-t-il aller chercher vraiment la borne de base de son range et taper notre zone hebdomadaire? Et ici, on a une belle zone hebdomadaire de prix aux alentours des 1,66, 1,6635, 1,6615. De ce fait, le marché pourrait très bien faire de nouveau un excès pour venir taper notre zone hebdomadaire. Voilà pourquoi je surveille cette paire. Pour l'instant, ce niveau tient, on est dans un range. Tant que la borne basse du range ne casse pas, je ne passe pas vendeur. En tout cas, c'est pas le moment. Il faut pas. C'est pas maintenant qu'il faut vendre l'euro NZD. Hein. La baisse a déjà été faite. Ici, vous avez strictement rien à gagner. On peut repasser vendeur si on break cette zone, mais en attendant, ici, je vais plutôt essayer de me dire qu'on a potentiellement un range et qu'une rotation complète des prix, voire partielle, est envisageable. Par contre, je surveille mes zones d'intervention. Si on break, j'attendrai un retour des prix ici. Et effectivement, si on affine en données 4 heures, pour l'instant, c'est baissier. Et là, on n'a aucune bougie nous indiquant un retournement de marché dans l'immédiat. Donc, encore une fois, je vous invite à être patient sur cette paire, mais à la garder bien au chaud, car elle arrive sur des niveaux de prix intéressants pour offrir un plan de trading. Le GBP AUD, finalement, il est en train de break ma zone. Alors, le GBP AUD, on va basculer en hebdomadaire. On avait notre zone, donc là on est très clairement en train de breaker la zone. Donc finalement mon plan d'achat semble s'invalider et au contraire plutôt passer vendeur. Alors, on est en train de breaker la zone hebdomadaire de support. En parallèle, on a aussi notre Tenkan qui est en train d'être breaké. Donc finalement, si on break la Tenkan, on pourrait très facilement derrière aller chercher la Kijun. Donc venir prendre appui et pullbacker un peu l'ancienne ligne de coup du double creux qu'on a juste ici. Donc là, c'est un élément intéressant en tout cas à prendre en compte, c'est cassure hebdomadaire et Tenkan qui devrait logiquement offrir derrière un retour sur Kijun. Enfin, si on affine en données daily, même constat, l'objectif théorique de la divergence baissière, c'était les 50%, et là, on est en train de break justement le niveau des 50%, et hier, on a quand même eu une bougie flux impulsive et directionnelle qui a, encore une fois, permis une incursion sous notre zone et sous la même 50. Donc là, à part une bougie flux qui reviendrait dans l'autre sens au-dessus de MM50, effectivement, je repasserai aussi. On aurait ce qu'on appelle un bear trap, et là, je repasserai aussi. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, et j'ai plutôt, justement, comme je vous le dis, envie de passer vendeur avec un stop au-dessus des petites mèches qu'on a juste ici, donc aux directions des 1,01, 87, 90, pour viser mon plat Kijun et mon ancienne zone. Donc ça devrait quand même offrir un ratio de 1 pour 2 afin d'accélérer sur ce niveau. Si possible, essayez d'affiner votre plan. Vous voyez que ici, pour l'instant, les prix sont quand même assez éloignés de la Tenkan. On est en pleine accélération baissière. Donc, pour optimiser ce trade, surveillez un retour proche de la Tenkan ici pour se positionner, tout en surveillant que si on fait ce pullback, on ne forme pas un chantier de retournement et qu'on reste sous la même 50 daily. Si c'est le cas, prendre position, un stop loss au-dessus des mèches basses, donc ce serait hop, par ici, près de la Kijun, au-dessus de la Kijun 4 heures. Logiquement, elle devrait baisser aussi, et derrière, viser le retour sur
plat Kijun Weekly, qui correspond aussi à l'ancienne borne, à la ligne de coup du double creux. Voilà le plan de trading que j'ai sur cette paire actuellement. Vendre ici, pourquoi pas, mais c'est vrai que je pense qu'on peut avoir un meilleur ratio pour viser, pour affiner notre ratio, pour justement avoir de plus gros gains, tout simplement. Mais ici, on a déjà, je pense, un bon ratio facilement de 1 pour 2,5, voire 1 pour 3 si on va chercher le TP final. Donc, voici mon plan sur le GBP AUD. Le gold. Le gold. Bon, ça va être court le gold. Il se passe rien. On va pas se mentir. J'attends très clairement la publication du NFP pour savoir si finalement on va de nouveau avoir une bougie ultra baissière ici et un panic sell de la part des opérateurs pour au final revenir au même point de départ même pas un mois après, ou pas. Donc là, en swing, j'ai absolument aucun plan à vous proposer. Encore une fois, j'attends un retour sur mes zones, j'attends le NFP. Si on break ce niveau, je passerai acheteur pour viser 1850, 1910. Si on a une bougie flux, je chercherai de nouveau des achats proches des 1790 et de mon oblique. Rien à ajouter sur le gold. De toute façon, il ne se passe absolument rien depuis le début de la semaine. Passez votre chemin, revenez quand il y aura de l'action. Donc, à part celles et ceux qui ont réussi à se positionner ici, bravo à vous, remontez votre stop, prenez des bénéfices. J'espère maintenant que vous vous dites que le marché pourrait potentiellement poursuivre son ascension, très bien. Mais pour les autres qui sont dans l'attente de se positionner sur le marché, attendez les zones. Soit la cassure des 1830, soit un retour sur les 1790. Mais même en intraday, il n'y a strictement rien à faire sur le gold. Pour ma part, je reste à l'écart, je le mets sous surveillance et j'attendrai surtout la réaction vendredi suite à la publication du NFP. Et comme ça, on pourra faire un gros point derrière sur le gold lundi prochain. Le Brent. Bon, le Brent, hier, il y avait la réunion de l'OPEP. Donc logiquement, hein, on évite de prendre des positions quand on a des grosses annonces comme ça, notamment la réunion de l'OPEP. On reste à l'écart, on attend de voir un peu comment le marché va digérer les news. L'OPEP et ses alliés ont justement réaffirmé mercredi leur stratégie d'augmentation progressive de leur production, malgré les incertitudes liées aux variantes Delta. Pour rappel, on a aussi l'arrêt prolongé de nombreuses raffineries aux États-Unis après le passage de l'ouragan Ida, qui réduit justement dans l'immédiat la demande de brut. Donc voilà un peu tous les éléments, les fondamentaux qu'il faut prendre en compte aussi quand vous tradez le pétrole, car certes, il y a une partie technique, mais beaucoup d'analyses fondamentales sur le pétrole. Et pour l'instant, suite à la réunion de l'OPEP hier, on a fait une belle incursion, mais on est revenu dans notre zone de consolidation. Donc, pour ma part, voilà, on a fait la fausse cassure ici, soutenue par la même 50, on réintègre notre range. Voilà, donc, évitez absolument de vous précipiter dès que vous voyez des bougies. Surtout lors d'un événement très important comme la réunion de l'OPEP. En général, on attend de voir comment le marché digère la news pour éviter de se prendre, comme ici, des portes de saloon, vendre là, et au final, on se fait sortir par le marché. Là, pour le coup, j'ai le sentiment qu'on pourrait consolider quasiment, si je coupe un peu la mèche ici, tac, dans un drapeau.
voyez, accélération, consolidation dans un drapeau. Voilà, j'ai soutenu comme il faut par la MM50. En tout cas, le sentiment que les acheteurs ne veulent rien lâcher et que le dernier rempart, c'est cet oblique couplé à notre résistance. Donc là derrière, si on franchit ce niveau, il faudra se positionner à l'achat. En tout cas, je serai haussier sur le pétrole pour viser en TP1 et TP2. Et si on reporte le mât, ce serait retour sur les anciens plus hauts. Mais en tout cas, ça prend la configuration sur le pétrole est plutôt bullish pour l'instant. Haussier entre ce V-bottom et cette consolidation un peu dans un drapeau. Il manque pas grand chose, juste le franchissement de notre zone de polarité du niveau des 61,8 de Fibo et de cette fameuse oblique. Mais derrière, si on casse ce niveau, je pense que le marché devrait logiquement accélérer. En tout cas, je passerai haussier pour viser TP1, TP2. Le light, c'est la même chose. La M50 fait vraiment office de support. Est-ce que on est à peu près dans la même configuration aussi, seulement que j'attendrai le break de cette zone. Car la payer ici, pourquoi pas, effectivement, si ça accélère, mais si on se fait une fausse sortie, qu'on bute sous résistance et qu'on réintègre, on se fait sortir. Donc, par question, on va dire, pour plus de sécurité, on attendra quand même la rupture de cette fameuse zone. Et du niveau des 50%. Car là, on a buté une fois, deux fois, trois fois. On peut très bien sortir du drapeau, buter et faire invalider le drapeau, dysfonctionner et repartir en direction du sud. Donc, ok, peut-être on rate une partie du mouvement, mais au moins on a une belle confirmation que cette fois-ci on break et on augmente ainsi nos probabilités de succès. Donc, pour ma part, comme sur le Brent, j'attendrai la cassure des 69,70 pour viser 71,50 et 74,70. Voici mon plan sur le WTI. Donc pareil, ne vous précipitez pas. Attendez une confirmation avec une belle cassure pour éviter tout simplement de vous prendre des portes de saloon. Les crypto-monnaies avec le Bitcoin qui commence à rattraper son retard ce matin. Effectivement, sortie de triangle par le haut, intéressant, voire de fanion, pourquoi pas. J'aime bien. J'aime bien la structure la configuration et la dynamique qu'on est en train de prendre. Ça reste haussier, on est bien orienté à la hausse, on sort par le haut. On attaque un gros morceau, certes, mais bon, peut-être qu'on assiste justement à une fin de consolidation. Pour ma part, je verrais bien un TP1 à 53 250 sur le Bitcoin. J'aime beaucoup cette sortie de triangle, c'est assez propre. Là, effectivement, on a quand même une zone chaude, juste ici. C'est le seul élément qui bloque encore un peu, mais derrière, c'est plutôt encourageant pour la suite. Étant donné que l'Ethereum a surperformé le Bitcoin, il a quand même confirmé derrière la cassure de son triangle. D'ailleurs, le TP1 était fait. De ce fait, le BTC pourrait lui aussi rattraper son retard. Et donc, TP1, pour moi, ce serait les 53 250. Et derrière, en TP2, les 58 350. Et bien sûr, j'aimerais qu'on break ce niveau,
Et là, on serait clairement libre de tout obstacle pour aller chercher les prochaines résistances. Et d'un point de vue technique, si on mesure l'objectif théorique, c'est les 53 250 à peu près. Jusque là on est sous résistance, mais si ça break, je garde mon scénario haussier de toute façon, et je vise 53 250 et 58 350 derrière. Ethereum, ETH, USD. Eh bien, je vous invite à prendre vos bénéfices. Vous avez atteint votre TP1. Suite à la sortie du triangle ici, j'avais pour objectif TP1 3700, TP2 4178. Donc, le TP1 est fait. Prise de bénéfice partielle, étant donné qu'on a clôturé en plus au-dessus de la résistance. On a fait une magnifique bougie flux impulsif directionnel en mode Marobotsu quasiment. On n'a laissé aucune place aux vendeurs. On a pulvérisé la résistance. Là, on fait le pullback. Donc derrière, si ça repart, TP2. Donc ici, celles et ceux qui sont rentrés suite à la cassure de la bande haute du triangle, prenez vos bénéfices, au moins une partie, je parle pour les traders, mettez votre stop à break-even, comme ça vous êtes tranquille et derrière vous visez TP2. Et si on break, vous gardez un tout petit reliquat, car si derrière une nouvelle fois on break les plus historiques, on pourra aller bien plus haut. Mais pour ma part, logiquement, tout le monde doit prendre au moins une partie de ses bénéfices et surtout mettre son stop à break-even ou un stop win. Bref, faites ce que vous voulez, mais appliquez des règles de money management strictes dans votre trading. Pour ma part, TP1, c'est fait, stop break-even, je vise TP2 maintenant sur Ethereum. Pour terminer, Ripple aussi m'intéresse actuellement, j'aime beaucoup la structure. Pareil, en fait, on se rend compte que beaucoup de crypto-monnaies consolidées dans des figures chartistes, que ce soit le BTC, l'Ethereum, le Ripple, l'Ethereum après son envol avant les autres, mais sinon, si vous regardez pas mal de coins, vous verrez que on avait cette structure de fanion, de triangle sur pas mal de coins. Et là, Ripple, j'aime beaucoup aussi la configuration qu'on est en train de prendre. Pour rappel, je vous avais déjà aussi parlé du fameux double creux qu'on avait ici avant que je parte. Donc l'objectif a été atteint. Peut-être que certains d'entre vous ont encore une position sur le Ripple. Très bien, on remontait leur stop, étant donné qu'on fait toujours des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut et qu'on n'a pas eu de signal technique de retournement de tendance. Bien au contraire, on s'est mis à consolider. Et là, je constate qu'on a la même chose une nouvelle fois. Un fanion qui se met en place avec comme premier TP pour moi ce serait les 1,38 sur Ripple et 1,65. Bien entendu, je suis au courant que Ripple est en procès avec la SEC et que les décisions du juge vont déterminer derrière l'évolution des prix. Mais pour l'instant, Ripple au Japon et en Asie se développe énormément et continue de signer des partenariats. Et là, d'un point de vue technique, malgré le procès qui dure depuis 8 mois avec la SEC, finalement, on voyait que Ripple reprend pas mal de hauteur et surperforme même d'autres crypto-monnaies qui, elles, n'ont absolument qui sont actuellement qui n'ont aucun procès ou voilà, qui ne sont pas en procès avec la SEC. Et voilà, ce qui n'empêche pas Ripple, au contraire, de surperformer ces crypto-monnaies-là. Donc pour moi, ce serait un TP à 1,38 et ensuite à 1,65. Et derrière, d'un point de vue technique, j'ai le sentiment qu'on est dans un fanion. Donc la technique de mesure, c'est de reporter le mât au niveau de la cassure. Au moins, ce serait la vague A, derrière on a fait la vague B, et à partir du démarrage de la vague B, donc ici, et on se rend compte qu'on obtient un objectif théorique aux alentours des 1,90 $ pour Ripple, si effectivement on est bien dans un fanion, et derrière, en reportant le mât, j'obtiens cet objectif théorique. Donc là, on est sur un objectif théorique de moyen long terme. Pour ma part, je vise déjà les 1,38 en me disant, déjà, on est dans un triangle, 1,38. Si on break, derrière, ce serait les 1,65. Et effectivement, si on est dans un fanion, eh bien, à moyen long terme, je vise les 1,90 sur le jeton XRP. En données 4 heures, vous voyez que c'est quand même assez propre. Belle
belle consolidation au sein d'un triangle fanion, cassure par le haut. Pour moi, c'est haussier, stop loss sous la moyenne mobile 50, TP1, soit le stop loss sous la moyenne mobile 50 si vous estimez que c'est un fanion, un triangle, pour avoir un ratio de 1 pour 2, si vous estimez que c'est un fanion, stop loss sous les 1,05. Et dans ce cas-là, vous partez pour du plus long terme, pour aller chercher les... Ah, elle ne s'est pas affichée ma résistance, pour aller chercher les 1,65. Unité de temps supérieure, toutes les unités de temps. Voilà. 1,38. Si vous estimez que c'est un fanion, stop loss juste en dessous pour aller chercher 1,38, 1,65 et derrière 1,88. Au contraire, pour celles et ceux qui pensent qu'on est plutôt dans un triangle et qui se montre assez prudent sur le XRP, stop loss sous la MM50, on va chercher 1,38 et l'objectif théorique qui correspond à rien, enfin pas un gros niveau technique clé, mais je sais qu'il est entre les 1,38 et les 1,65, à savoir 1,50. Voilà les différents objectifs selon la structure. Mais pour ma part, je vois plutôt un fanion plutôt qu'un triangle. Enfin, ça ressemble plutôt à un fanion. On n'aurait pas eu une telle accélération. On a un joli mât en fait, tout simplement. Donc on n'aurait pas eu, on aurait une montée un peu en dents de scie. Bon, je serais parti sur un triangle. Là, on a eu une belle accélération haussière qui forme un mât. De ce fait, j'estime qu'on a un fanion sur Ripple. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous donne rendez-vous demain pour faire le point complet sur la planète finance.